Vous arrivez dans un hôtel, peut-être après des heures de route, un vol fatigant. Le premier visage qu'on voit, le premier contact, c'est souvent la personne derrière le comptoir. On a tendance à voir ça comme, une simple formalité, un échange de clés, quelques infos pratiques. Mais si c'était bien plus complexe que ça. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du réceptionniste d'hôtel. Un rôle souvent un peu sous-estimé, mais en fait fondamental. Notre guide pour cette exploration, des extraits d'un texte « Le réceptionniste d'hôtel, âme invisible de l'hôtellerie ». L'objectif, il est clair, on va essayer de dépasser cette image un peu simple, vous voyez le préposé qui enregistre et puis c'est tout, pour révéler la richesse de ce métier. On va découvrir ensemble les compétences, la charge mentale aussi, et puis l'impact humain. Pourquoi on dit que c'est le cœur battant de l'hôtel ? Allez, on décortique ça. Oui, c'est une très bonne approche. Parce que ce qui est frappant d'emblée, c'est vraiment ce fossé, ce décalage énorme entre la perception qu'on en a de l'extérieur, parfois un peu, réductrice, et la réalité du métier vue de l'intérieur. On voit le comptoir, l'uniforme, le sourire, oui, mais on imagine difficilement tout ce qu'il y a derrière. La quantité d'infos à traiter, les décisions, là, en temps réel, et surtout l'intelligence émotionnelle qu'il faut à chaque instant. Le texte le montre bien, le réceptionniste, c'est pas juste une façade souriante, c'est un vrai pivot opérationnel et relationnel. C'est là toute la complexité en fait. Commençons par ce qui se passe un peu en coulisses, justement, la partie invisible, la logistique. La source insiste beaucoup là-dessus. Dire que c'est juste de l'administratif, c'est une erreur. Le réceptionniste est présenté comme le maillon central, le point névralgique, quoi, celui qui connecte tous les services de l'hôtel. C'est pas quelqu'un d'isolé, c'est une vraie plaque tournante. Tout à fait. Imaginez un peu. Il faut savoir à chaque instant quelles chambres sont prêtes, nettoyées. Donc ça veut dire une communication hyper fluide avec les étages, la gouvernante. Ah oui. Si une chambre est signalée prête mais qu'elle ne l'est pas, c'est le réceptionniste qui est en première ligne face au client mécontent. Oui, c'est ça. Pas pour un client qui doit absolument travailler. Ça, ce sont des urgences. Il faut gérer ça tout de suite, trouver des solutions, informer le client, prioriser. C'est pas simple. Et ça s'arrête pas là, cette coordination. Il y a aussi toutes les demandes spécifiques des clients à transmettre, non ? Genre un lit bébé, un régime alimentaire spécial pour le room service, un taxi pour 5 heures du mat. Exactement. Le réceptionniste doit s'assurer que tout ça s'est pris en compte par le bon service et fait à temps. Le texte utilise l'image du chef d'orchestre. Je trouve ça exact. Oui, c'est très juste. C'est très parlant, oui. Il doit harmoniser le travail de tout le monde pour que l'expérience client soit sans accroc. C'est presque de la gestion de projet en continu. On pourrait dire qu'il pilote la tour de contrôle de l'hôtel, en fait. C'est une bonne image, ça. Et pour orchestrer tout ça, bien sûr, il y a des outils. La technologie, le fameux PMS, le Property Management System. Ah oui, le PMS. Voilà, le logiciel de gestion hôtelière. On peut dire que c'est un peu le système nerveux informatisé de l'hôtel. Ça gère les réservations, l'état des chambres, les dispos, mais aussi l'historique client, les préférences notées lors de séjours précédents, les alertes pour des arrivées VIP, les demandes spéciales. C'est un outil puissant, indispensable. Mais la source souligne un point important. La technologie, c'est juste un support. C'est pas le logiciel qui décide ou qui a du discernement. La vraie compétence, elle est humaine. C'est la capacité du réceptionniste à interpréter les données du PMS, à les croiser avec ce qu'il entend, ce qu'il voit, à prioriser les tâches selon l'urgence, l'importance, et à décider vite. Oui. C'est un travail cognitif assez intense en fait. Analyse, synthèse en permanence, bien loin de la simple saisie. Du coup, la question c'est, quelle est la part de l'outil et la part de l'humain là-dedans ? C'est une question clé. L'outil, il donne l'info structurée, l'historique, la vue d'ensemble, d'accord ? Mais c'est l'humain qui apporte le contexte, l'intuition, l'adaptabilité face à l'imprévu. Le PMS, il peut dire qu'un client fidèle arrive, mais il ne dira pas qu'il a l'air particulièrement stressé aujourd'hui. Le logiciel peut indiquer qu'une chambre est bloquée pour maintenance, mais il ne peut pas négocier avec le service technique pour essayer de la libérer plus tôt parce qu'il y a une arrivée imprévue. La valeur ajoutée humaine, elle est là. Dans cette capacité à jongler avec les contraintes, à trouver des solutions créatives, à prioriser pas seulement selon les règles, mais aussi selon l'impact sur le client. Et c'est là qu'on touche à l'autre dimension fondamentale, l'art de la relation. Effectivement, passons à cette dimension humaine, décrite comme l'âme du métier. Si la logistique, c'est le cerveau, alors l'accueil, la relation client, c'est le cœur. Le texte parle du réceptionniste comme d'un artisan de l'accueil.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça implique d'abord une capacité d'empathie et d'observation très très développée. Il faut pouvoir, en quelques secondes, décrypter un peu l'état émotionnel de la personne en face. Fatiguée, pressée, anxieuse, heureuse, en voyage d'affaires, en vacances. Chaque état demande une réponse, une approche différente. D'accord. Un client visiblement épuisé, il va apprécier un check-in rapide, efficace. Pas de blabla inutile. Un couple en lune de miel, eux, ils seront sûrement sensibles à une petite attention, un mot de félicitation. Un voyageur d'affaires stressé par sa réunion, il a besoin d'infos pratiques, claires, rapides. Donc c'est pas juste être poli et souriant, c'est vraiment lire activement les signaux, même les plus faibles. Exactement, c'est lire entre les lignes, anticiper les besoins qui sont pas forcément dits. La source donne des exemples, très parlants. Remarquer un client qui regarde sa montre plusieurs fois avant de prendre son train. Oui. Et lui proposer spontanément d'appeler un taxi ou de lui préparer un café à emporter, voir un touriste devant une carte, l'air perplexe, et lui offrir de l'aide, lui suggérer un itinéraire sympa, un bon plan local qui n'est pas dans les guides. Sentir une famille qui arrive avec des enfants fatigués, leur proposer une boisson, accélérer le check-in. Ce sont ces micro-attentions, en fait, qui transforment l'interaction. On passe d'un service fonctionnel à une vraie expérience d'accueil, chaleureuse, personnalisée. Et cette personnalisation, la source dit que c'est une stratégie clé. Comment ça se traduit au-delà de l'observation immédiate? Est-ce que les infos clients jouent un rôle là-dedans? Ah bah oui, absolument. Le PMS dont on parlait pour la logistique, c'est aussi une mine d'or pour la personnalisation. D'accord. Si le système dit que c'est l'anniversaire d'un client pendant son séjour, le réceptionniste peut organiser une petite attention. Une carte signée par l'équipe, une coupe offerte au bar, une petite pâtisserie en chambre. Sympa. Si un client revient souvent et qu'on sait qu'il aime telle chambre ou qu'il a besoin d'un oreiller en plus, le réceptionniste peut vérifier que tout est prêt avant qu'il arrive. Pour une famille, avoir le lit bébé déjà installé sans avoir eu à le demander, ça peut faire une énorme différence. C'est ce fameux détail qui fait la différence. Et le réceptionniste, il en est souvent l'initiateur, le garant. C'est fascinant, cette capacité à jongler entre d'un côté la gestion quasi-industrielle des flux et de l'autre cette attention aux détails hyper personnels. Mais est-ce que c'est réaliste de tenir ce niveau d'attention, de personnalisation quand le hall est bondé, que le téléphone sonne non-stop, qu'il y a la queue? Il n'y a pas une tension là? Ah si, c'est tout le défi. La tension, elle est bien réelle. Et c'est là que la compétence du réceptionniste prend toute sa mesure, justement. Il faut savoir gérer les priorités sous pression, traiter plusieurs demandes en même temps sans avoir l'air débordé et surtout garder le contact visuel, l'écoute attentive avec la personne qui est là, juste devant soi. Même si 10 autres trucs sollicitent son attention. C'est un équilibriste. C'est ça, c'est un exercice d'équilibriste constant. Rester calme, souriant, efficace dans le rush, c'est essentiel. Mais oui, bien sûr, il y a des moments où c'est impossible de tout faire parfaitement pour tout le monde en même temps. Le talent, c'est aussi dans la manière de gérer ses imperfections, faire patienter avec grâce, expliquer une situation avec transparence. Cette gestion des imperfections, ça nous amène naturellement à un autre aspect, crucial et souvent redouté du métier. La gestion des plaintes, des crises. Le texte dit que c'est un des aspects les plus exigeants. Mais pour cause, faire face à un client furieux parce que sa chambre n'est pas prête à 15h comme promis, devoir expliquer un supplément sur la facture qu'il conteste avec force, gérer une plainte pour bruit en pleine nuit, ce sont des moments de haute tension. L'erreur n'est pas permise. La première réaction, ça pourrait être de se défendre, de justifier l'hôtel. Oui, l'instant. Voilà, mais la source est claire. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est de désamorcer la situation et, si possible, de rétablir la confiance. Et quelles sont les clés pour y arriver d'après le texte? Plusieurs qualités sont mises en avant. D'abord, un sang-froid à toute épreuve, pour pas se laisser emporter par l'émotion du client. Ensuite, une écoute active sincère. Laisser le client vider son sac sans l'interrompre, montrer qu'on comprend son point de vue, même si on ne le partage pas forcément. Et puis, beaucoup de diplomatie dans les mots. Après, il y a les outils de réparation. Présenter des excuses sincères, personnalisées, pas un désolé automatique, quoi. Proposer une solution concrète, rapide si possible, changer de chambre, offrir un service, et parfois, oui, accorder un geste commercial pour compenser. C'est un art délicat. Il faut montrer qu'on prend la plainte au sérieux, mais sans céder à des demandes déraisonnables non plus. Ah oui, et c'est là qu'intervient ce lien avec l'irréputation. Un point que la source juge hyper critique aujourd'hui. On n'est plus à l'époque où un client mécontent râlait juste auprès de ses proches. Exactement.
Aujourd'hui, une mauvaise expérience et surtout une mauvaise gestion de cette expérience, ça peut se retrouver en quelques clics sur TripAdvisor, Google, Booking. Partout. Et ça peut avoir un impact terrible sur l'image et même le chiffre d'affaires de l'hôtel. Le texte parle de l'irréputation comme d'un capital immatériel aussi précieux que fragile. Et le réceptionniste, il est en première ligne pour protéger ce capital. Chaque interaction difficile, c'est une bataille potentielle pour l'irréputation. D'ailleurs, une plainte bien gérée, ça peut parfois même transformer un client très mécontent en ambassadeur, s'il se sent écouté et respecté. Ah oui. Oui, à l'inverse, une mauvaise réponse, un manque d'empathie, et c'est un avis négatif quasi assuré. Donc, le réceptionniste, c'est pas seulement un employé d'accueil, c'est, comme dit le texte, le gardien de la réputation en ligne. La pression est énorme, hein. Oui, c'est un éclairage vraiment puissant sur l'importance stratégique de ce poste. Mais ça pose la question de l'autonomie, non? Est-ce que les réceptionnistes ont toujours les moyens, l'autonomie, pour faire ces gestes commerciaux, pour sauver une situation et éviter la mauvaise note? Le texte en parle? C'est un point névralgique, ça. La source suggère que l'efficacité du réceptionniste en gestion de crise dépend énormément de la marge de manœuvre que lui laisse sa direction. D'accord. Si chaque décision doit être validée par un manager, la réactivité est fichue. Un réceptionniste qui a de l'autonomie, qui a la confiance de sa hiérarchie, qui a l'autorisation d'offrir un petit déjeuner ou de surclasser un client dans certaines limites, il sera beaucoup plus efficace pour calmer le jeu tout de suite. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et ça peut créer de la frustration. Pour le client et pour le réceptionniste aussi, qui se sent impuissant. Donc oui, la confiance et l'autonomie, c'est clé. Tout ça dresse le portrait d'un métier hyper exigeant. La source détaille un peu plus ses exigences au quotidien. Langues étrangères, être à l'aise avec différents logiciels, le PMS, mais aussi les systèmes de résa en ligne, les outils de com interne. Il faut connaître les procédures de sécurité de l'hôtel, incendie, urgence médicale, savoir gérer les flux, les moments de rush aux arrivées et départs. Et tout ça en gardant constamment une présentation impeccable, un ton de voix agréable, pro, une posture accueillante, même après plusieurs heures debout. L'endurance physique et mentale semble primordiale alors. Absolument. La résilience, c'est le maître mot. Il faut gérer sa propre fatigue, parfois le stress, les émotions négatives face à certains clients difficiles, et continuer à projeter une image positive, sereine. Garder le sourire, l'amabilité quand on a mal aux pieds après 8 heures ou qu'on vient de gérer un truc très tendu. C'est pas rien. C'est une charge émotionnelle et physique considérable. Mais alors, qu'est-ce qui motive les gens à faire ce métier et à y rester malgré tout ça? Où est la satisfaction? Alors là, la source est très claire. La récompense principale, elle est humaine. C'est la reconnaissance directe du client. Le texte cite ce moment fort. Entendre un client dire au départ, avec sincérité, « Merci, grâce à vous, mon séjour a été parfait » ou « Vous avez vraiment illuminé ma journée ». Ah oui, ça. Ce sentiment d'avoir vraiment contribué positivement à l'expérience de quelqu'un, d'avoir été utile, apprécié, ça semble être le moteur principal. C'est une motivation intrinsèque hyper puissante, qui dépasse souvent les aspects plus administratifs ou routiniers du travail. Ça pose d'ailleurs une question intéressante sur comment on valorise ses compétences relationnelles, émotionnelles, dans le monde du travail en général. Oui, c'est un point fondamental. Et ça nous amène à la question de la reconnaissance formelle de ce métier. L'hôtellerie évolue vite. Le digital, la personnalisation à outrance, la concurrence. Le rôle du réceptionniste se complexifie. Il devient conseiller, vendeur, coordinateur, ambassadeur. Pourtant, le texte pointe un paradoxe. Oui, le paradoxe est frappant. Malgré l'importance croissante, la complexité qu'on vient de décrire, ce rôle est encore trop souvent vu, de l'extérieur comme de l'intérieur d'ailleurs, comme un poste d'entrée, un job de passage, un tremplin vers d'autres fonctions jugées plus nobles ou plus techniques. Il y a un vrai décalage entre la responsabilité réelle et la reconnaissance, symbolique et matérielle aussi. Et comment la source suggère de combler ce fossé? Des pistes pour une meilleure valorisation? Plusieurs pistes sont évoquées. D'abord, reconnaître le métier comme une vraie spécialité, qui demande des compétences spécifiques qu'il faut développer par la formation continue. Ensuite, un meilleur accompagnement managérial, du coaching, du soutien face aux situations dures, une reconnaissance des efforts. Et, bien sûr, une revalorisation du salaire et des perspectives de carrière claires au sein même de la fonction accueil, pas seulement en sortant.
En gros, il s'agit de faire comprendre que l'excellence dans l'accueil, c'est une expertise en soi, pas juste une étape. Est-ce qu'il y a des initiatives concrètes qui existent déjà dans ce sens? La source dit que ça commence un peu, timidement. On voit apparaître des certifications spécifiques en relations clients hôtelières, des programmes de mentorat par des réceptionnistes plus expérimentés, des parcours de carrière interne qui permettent d'évoluer vers chef de réception, responsable expérience client. D'accord. Certains groupes hôteliers mettent en place des primes basées sur la satisfaction client ou des reconnaissances internes pour les employés qui se distinguent par leur accueil. Mais bon, le texte laisse entendre que le chemin est encore long pour que ce métier, modeste et essentiel, soit vraiment valorisé à sa juste mesure par toute l'industrie. Quels pourraient être les freins principaux, à votre avis, à cette reconnaissance R? C'est une bonne question. Les freins sont sûrement multiples. Peut-être une culture historique, dans l'hôtellerie qui valorise plus la gestion pure ou la restauration. Il y a aussi le turnover, qui peut être élevé sur ces postes, ce qui décourage parfois d'investir à long terme en formation, en carrière. Oui. Et puis, il y a cette image persistante du métier facile, accessible sans grande qualification, qui masque complètement la complexité réelle des compétences d'aujourd'hui. Casser ces stéréotypes, c'est sans doute un enjeu majeur. Tout à fait. Et cet enjeu, il est d'autant plus crucial aujourd'hui, avec l'automatisation qui progresse dans le secteur. Le texte met bien en évidence ce contraste saisissant. D'un côté, on voit de plus en plus de bornes de check-in, check-out automatique, de conciergerie virtuelle sur appli, de chatbots. Oui, Et de l'autre, la source réaffirme avec force la valeur irremplaçable de l'humain, le réceptionniste comme rempart contre l'impersonnel. c'est exactement ça. Dans un monde de plus en plus techno, cette présence humaine, chaleureuse, ce contact visuel, cette voix posée qui vous accueille personnellement, ce sourire sincère, tout ça, ça prend une valeur nouvelle. C'est ce qui transmet le message essentiel clé. Vous êtes le bienvenu, vous êtes attendu, vous comptez pour nous. Une machine, elle peut être efficace, rapide, dispo 24 heures sur 24, mais elle ne peut pas transmettre cette chaleur humaine, cette empathie, cette capacité à créer un lien émotionnel. La conclusion de la source est d'ailleurs très forte là-dessus. Elle dit que l'hôtellerie, au fond, c'est pas une affaire de lit ou de service, c'est une affaire d'émotion. Et le réceptionniste est l'acteur clé de cette dimension émotionnelle au quotidien. C'est lui, ou elle, qui par ses gestes, ses mots, son attitude, tisse ce lien humain. Ce lien qui transforme une simple transaction commerciale, payée pour une chambre, en une véritable expérience d'hospitalité. C'est cette connexion-là qui reste gravée dans la mémoire du client. Bien plus que la taille de l'écran plat ou la vitesse du Wi-Fi. C'est une perspective très éclairante, oui. Alors si on résume un peu ce qu'on a exploré aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Derrière le comptoir de la réception, il n'y a pas juste quelqu'un qui donne des clés. Il y a un coordinateur logistique qui jongle avec plein d'infos, de services, un fin psychologue qui décode les attentes, les émotions, un diplomate aguerri qui gère les tensions, protège la réputation, un ambassadeur de la marque, et surtout ce lien humain, essentiel, qui fait toute la différence entre une nuit d'hôtel standard et un séjour mémorable. Et ça nous amène à une pensée pour conclure, pour réfléchir un peu. Alors que la technologie, elle, continue d'évoluer. Et qu'elle pourrait prendre en charge de plus en plus de tâches purement transactionnelles. Le check-in, le paiement, les demandes simples. Quelle sera la valeur ajoutée unique, irremplaçable de l'interaction humaine à la réception? Comment les hôtels peuvent non seulement préserver, mais surtout activement cultiver, former, valoriser cette compétence émotionnelle, relationnelle, qui seule peut transformer un service efficace en une expérience authentiquement humaine, marquante. C'est peut-être là, oui, que se niche l'avenir d'une hospitalité qui cherche à garder son âme.